les faits qui ont conduit à la tension avec chacun de ces deux pays sont pratiquement de même nature, c'est-à-dire c'est une mise en cause de l'intégrité territoriale du royaume et de sa souveraineté. Pour ce qui est de l'Allemagne, c'est intéressant à relever pourquoi ces choses se sont passées ainsi. Il y a ce qui n'est pas dit. Ce n'est pas dit, c'est de gros intérêts géostratégiques et économiques qui sont en jeu. Lesquels? C'est le problème des métaux rares qu'il y a le long de notre frontière saharienne avec les Canaries. Et oui, il faut le savoir, ça. Notamment, la localisation, c'est le mont Tropique. Et le mont Tropique, il y a un minerai rare qui est exceptionnel, qui sert notamment pour les téléphones, pour d'autres, etc. Et si l'exploitation de ce gisement-là conduirait à remettre en cause les intérêts économiques allemands, notamment le problème des voitures et des batteries. Parce que c'est un système qui fait qu'on ferait l'économie des batteries. C'est ça la vraie raison de la mobilisation d'hostilité de Berlin à l'endroit du Maroc. Le 10 décembre 2020, il y a eu la reconnaissance américaine de la souveraineté du Maroc sur ses provinces sahariennes. Quelques jours après, dans la précipitation, l'Allemagne demande une réunion d'urgence du Conseil de sécurité. Ce qui est tout de même invraisemblable. Qu'est-ce qu'il y avait de si urgent pour convoquer le Conseil de sécurité? 1. 2. À quel titre l'Allemagne avait intérêt à agir, comme on dit, pour demander cette réunion d'urgence de la haute institution onusienne? Dans cette question allemande, de la détérioration de la tension avec Berlin, il y avait un autre élément. C'était en même temps l'intervention de Madrid. Vous savez, je vais employer une métaphore footballistique. Les deux capitales ont fait le 1-2. C'est-à-dire ce que ne pouvait pas dire de manière explicite Madrid, elle a activé Berlin pour le dire, d'autant que ça recoupait des intérêts de Berlin. J'enchaîne avec ce qui s'est passé avec l'Espagne, c'est-à-dire un comportement tout à fait hostile et inacceptable qui a été dénoncé comme tel, c'est-à-dire le fait de recevoir le chef du mouvement séparatiste dans des conditions de clandestinité, avec des faux papiers, etc. C'est un acte, pas seulement inamical, c'est un acte hostile. Le traitement de ces tensions est différencié entre Berlin et Madrid, vous avez raison de le relever. Berlin a compris qu'il fallait arriver à une normalisation avec Rabat pour des intérêts économiques, pour des enjeux géostratégiques qui sont connus. Alors, ils l'ont fait de manière très particulière. Ce n'est pas une déclaration officielle du ministère des Affaires étrangères. Ils l'ont fait dans le cadre de l'actualisation de la fiche Maroc qui est au site du ministère des Affaires étrangères allemand. Mais c'est une déclaration évidemment qui valide la position officielle du ministère allemand des Affaires étrangères. Et c'est une déclaration intéressante parce que, l'Allemagne reconnaît que la proposition marocaine pour ce qui est du Sahara déposée aux Nations Unies depuis avril 2007 est une contribution importante. Je puis vous dire que ça leur a coûté, parce que la terminologie habituelle, c'est sérieuse, crédible et réaliste. C'est d'ailleurs dans toutes les résolutions du Conseil de sécurité. Comme l'a dit notre ministre des Affaires étrangères, Nasser Bouteflika, c'est des annonces, c'est des déclarations. Maintenant, il reste dans leur traduction diplomatique, concrète, si je puis dire. On va voir dans les semaines et mois à venir si la position allemande sur ses relations avec le Royaume du Maroc vont bien s'inscrire dans le cadre de ces annonces, de ces déclarations. Ce n'est pas le cas pour l'Espagne parce que c'est plus compliqué du fait de la fragilité du gouvernement espagnol, qui est en difficulté, qui a des problèmes au sein de sa majorité. Il y a des gestes qui ont été faits par Madrid, il faut le dire. La ministre des Affaires étrangères a été limogée, ce qui est unique dans les annales de la diplomatie. Même européenne, on n'a jamais vu un ministre ou une ministre des Affaires étrangères limogé par suite de son comportement à l'égard d'un pays.
Il y a eu des déclarations de Pedro Sanchez, le chef du gouvernement, du nouveau ministre des Affaires étrangères, etc., disant que le Maroc était un allié stratégique important, tout ça, etc. Donc il y a un processus qui est en train d'être enclenché pour une normalisation, mais il faudra sûrement que l'Espagne fasse plus et mieux pour que le Maroc tire les conclusions conséquentes de nouveaux rapports sur un certain nombre de principes. Il y a deux éléments à considérer qui sont spécifiques. Le premier élément, c'est l'ouverture qui s'est faite et le renforcement de la coopération avec le Royaume-Uni. On l'oublie. Vous savez que dès la sortie du Royaume-Uni du Brexit, en janvier 2020, en octobre 2019 et c'est entré en octobre 2018 et c'est entré en application le 1er janvier 2020, il y a un accord d'association entre Londres et Rabat. Alors, c'était la rencontre de deux opportunités. Pour le Royaume-Uni, c'était une possibilité d'avoir des rapports avec le Maroc, qui a une position géographique et qui est un hub régional pour l'Afrique occidentale notamment. Mais pour le Maroc, c'était aussi une manière d'avoir des relations avec un grand pays. Le Royaume-Uni est la 5e puissance mondiale. Et donc c'était important d'avoir un tissu de relations privilégié avec ce pays. Ça, c'est le premier axe. Parallèlement, il y a eu l'ouverture qui s'est faite vers des pays d'Europe centrale, d'Europe de l'Est. C'est une maturation qui s'est faite. Pourquoi? Parce qu'ils sont membres de l'Union européenne. Ils sont membres des 27. Bien. Ensuite, ce sont des pays qui sont membres à part entière. Vous avez fait référence à juste titre aux pays du groupe de Visegrad, c'est-à-dire la Hongrie, la Pologne, la Tchéquie et la Slovénie. Et il y a eu la visite, il y a un mois, de notre ministre des Affaires étrangères, donc précisément à Budapest, pour nouer de nouveaux rapports et raviver ces liens. Donc il y a là une ouverture importante. Pourquoi? Parce que ça nous permet, au niveau des institutions européennes, d'avoir d'autres alliés et d'autres partenaires que les partenaires traditionnels.